Alors, tout d'abord, je salue le public, je salue nos directions qui sont représentées là-bas. Je vous salue l'ensemble des membres du conseil municipal et je vais laisser passer l'éphéméride qui s'est affiché. Je remercie encore le service communication pour lancer cette éphéméride depuis le dernier conseil municipal. Merci pour cette présentation et ce montage fait par le service communication. Je vais laisser la parole à notre Benjamin, Romain Waquet, pour la feuille de présence. Merci, monsieur le maire. Rodrigue Desmet, Antonio da Silva, Chantal Nice, Thibaut Tellier, Annick Castelin, Michel Pétillon, Anne Torres donne procuration à Michel Pétillon, Franck Gilmet, Claudine Zam, Rosemarie Bûcher, Dany Delbecq, Thérèse-Marie Couvreur, Dominique Acou, Claudie Rius, Thierry Mittenard, Olivier Donte, Simon Beaumont donne procuration à Thierry Mittenard, Edwige Cardenia, Xavier Duquesne, Virginie Lamblin donne procuration à Edwige Cardenia, Mustapha Guirou, Fernando Rocha, Peggy Robert, Alexandra Cousti, Alice Kinen, Émilie Livet, Julien Marien, Jean Mautuel, Romain Waquet présent, Marjorie Charvet, Fatma Benamar, Sylvain Barre, Mathieu Leclerc. Merci. Merci, monsieur Waquet. On va pouvoir commencer les points à l'ordre du jour du conseil municipal. Je remercie aussi la presse que j'ai vu arriver. Alors, premier point, je vais vous présenter concernant le tableau des effectifs. Nous avons vu en commission plénière ce tableau des effectifs avec 2 points dans cette refonte du tableau des effectifs, avec une création de postes d'attachés et une création d'un poste d'éducateur des APS contractuels. Y a-t-il des questions concernant ce toilettage du tableau des effectifs? Non. Donc je le porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Je vous en remercie. Les points suivants seront vus par monsieur Gilmet. Donc je vous laisse la parole, monsieur Gilmet. Merci, monsieur le maire. Nous allons commencer par une première délibération qui concerne le bilan des opérations immobilières réalisées par la commune en 2023. Alors, un petit rappel, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Alors, on vous présente le bilan. Vous voyez qu'il est très simple puisqu'il n'y a eu aucune cession courant 2023 et aucune acquisition municipale courant 2023. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Gilmet. Y a-t-il des questions? Je porte aux voix. Qui est pour?
Unanimité, je vous en remercie. Point numéro 3. Merci, Monsieur le maire. Là, nous allons aborder une délibération très importante puisqu'elle concerne le vote des taux de la fiscalité directe locale et donc la fixation des taux pour l'année 2024. Donc, par délibération du 6 février 2023, pour rappel, le conseil municipal avait fixé les taux de fiscalité 2023. Alors, on avait la taxe d'habitation des résidences secondaires à 32,12%, la taxe foncière pour les propriétés bâties 50,31%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 52,39%. Et pour rappel, depuis 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée pour tous les contribuables. Le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doit désormais être voté annuellement. Donc c'est pourquoi il est proposé à l'Assemblée délibérante de maintenir les taux d'imposition de 2024, soit, je vais vous le rappeler, la taxe d'habitation des résidences secondaires 32,12%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 50,31%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 52,39%. Ce qui veut dire, monsieur le maire, que depuis 2001, nous n'avons pas changé les taux, soit 23 ans d'affilée. Je pense qu'on va pouvoir prétendre au Guinness Book. Mais on peut s'en féliciter dans une période qui est assez compliquée aujourd'hui de pouvoir garder ces taux, identiques à 2001. C'est vrai que plus de 20 ans, plus de 20 années, avec les crises successives, on peut voir que les efforts ont été faits au niveau de la municipalité, au niveau des services. Et c'est vrai que c'est un beau record. On va peut-être interpeller le Guinness pour savoir si on peut rentrer dedans. Donc voilà, je vous prends au mot. Y a-t-il des questions concernant ces taux? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Voilà. Donc, en plus, avec l'unanimité, c'est formidable. Votre budget primitif, monsieur Gilmet, je vous laisse le présenter. Merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez fait remarquer, c'est de bon augure pour la délibération que nous allons aborder maintenant, puisque nous allons parler du budget primitif 2024. Je posais juste la question parce que je vais présenter le budget primitif aussi bien pour la ville que pour le cinéma. Je ne sais pas si on fait un vote groupé ou si on fait un vote séparé. Est-ce que ça vous dérange de faire un vote groupé? Non? On fait un vote groupé alors. Ok, donc je vais présenter les deux dans la foulée. Donc, un petit rappel quand même, dans le prolongement de notre débat d'orientation budgétaire, dit le DOB, en date du 11 décembre dernier, nous proposons ce soir d'examiner les propositions budgétaires relatives au budget primitif pour l'exercice 2024. Pour rappel, le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. C'est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte. Donc nous sommes largement dans les temps. Alors ainsi, le projet de budget primitif 2024 que nous allons vous proposer atteint le volume global de 20 887 040 €. Et vous pouvez voir que ça se décompose en deux parties, comme vous avez l'habitude maintenant, d'une section de fonctionnement à hauteur de 17 487 040 € et d'une section d'investissement de 3 400 000 €. Donc pour commencer, nous allons regarder la section de fonctionnement. Alors, avant de rentrer dans la partie chiffrée, je trouve qu'il est toujours important de rappeler à quoi correspond le fonctionnement. Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. C'est-à-dire, la section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services municipaux. Alors, nous allons, dans la section de fonctionnement que nous allons regarder maintenant, nous allons commencer par ce qu'on appelle les recettes réelles, c'est-à-dire celles qui génèrent un mouvement de trésorerie, et après on verra ensuite les recettes d'ordre, ce sont plutôt des écritures techniques. Alors tout d'abord, les recettes réelles de fonctionnement. Donc là, on vous présente un tableau qui vous montre que les recettes réelles de fonctionnement évoluent de plus 0,51% en 2024 par rapport au budget 2023, ce que nous avions voté l'année dernière. Si on regarde les lignes les plus importantes, vous avez le chapitre 70, les produits des services du domaine et ventes diverses, qui s'établissent pour 2024 à 1 104 100 €
plus 17,07%. Les impôts et taxes, 3 939 600 euros pour 2024, soit plus 2,07%. La fiscalité locale, qui est la recette majeure au niveau du fonctionnement, à 10 054 000, soit plus 0,20%. Et les dotations et subventions et participations, nous sommes à 2 076 400 euros, soit une légère baisse de 5,85%. La diapositive suivante vous permet d'avoir une autre vue et fait le lien avec ce que je viens de vous dire. On se rend bien compte que la fiscalité locale représente 57,67% de nos recettes. C'est considérable. Ensuite, on va trouver les impôts et taxes à hauteur de 22,6%, la partie verte. La partie bleue, ce sont les dotations et subventions et participations à hauteur de 11,91%. Et enfin, la partie rouge, les produits et des services du domaine et ventes diverses à hauteur de 6,33%, le reste étant anecdotique. Alors, commençons par la partie la plus importante, c'est-à-dire la fiscalité locale. Alors, elle s'établit à un montant de 10 054 000 euros contre 10 034 000 euros en 2023. Je vous rappelle, c'est 57,67% de nos recettes. Alors, la fiscalité locale, on va avoir deux parties importantes. Une première partie qui est la fiscalité directe locale. Alors, celle-ci, on a des prévisions qui s'établissent à hauteur de 9 024 000 euros contre 8 823 000 en 2023. C'est une estimation qui intègre le coefficient de revalorisation des valeurs locatives, soit plus 3,8%, puisqu'on sait que le calcul au niveau des taxes, c'est bien une base sur laquelle on vient appliquer le taux. Cette revalorisation des bases est de 3,8%, mais ça ne prend pas en compte les nouveaux logements que nous aurons en 2024. Nous procéderons à des ajustements au niveau du budget supplémentaire au cours de l'exercice. Alors, si je vous donne les montants les plus importants, la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est 7 815 000 euros. Et c'est le taux de 50,31% que nous avons voté précédemment, qui n'a pas bougé depuis 2001. Ensuite, nous avons la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 45 000 euros et qui s'appuie sur le taux de 52,39%, et les taxes d'habitation sur la résidence secondaire pour 60 000 euros qui s'appuient sur un taux de 32,12%. Simplement, pour les taxes sur les résidences secondaires, je vais simplement, taxes d'habitation sur les résidences secondaires, faire une petite précision. En 2023, suite à la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, des avis de taxes d'habitation sur la résidence secondaire ont été émis à tort. Ce qui explique le montant important reçu par la ville, puisque nous avons reçu plus de 136 000 euros pour un budget à 65 000 euros. Les dégrèvements étant pris en charge par l'État, la commune ne sera pas dans l'obligation de rembourser le trop-perçu. Donc, le trop-perçu que nous avons eu sur 2023, qui était de 136 000 euros, c'est-à-dire à peu près un petit 70 000 euros de trop-perçu, on va le garder, ça restera sur la commune, on n'a pas d'obligation de remboursement. Donc voilà pour la première partie, qui est la fiscalité locale, qui est la partie importante à 9 024 000 euros. Après, dessus, vous avez les autres fiscalités locales. Là, vous allez retrouver ce qu'on appelle les droits de mutation. Ce sont les droits qui sont liés aux cessions. On les établit à hauteur de 600 000 euros pour le budget 2024. C'était 800 000 euros en 2023. La diminution budgétaire est due au volume des transactions immobilières qui baisse depuis le début de l'année 2023, avec l'impact du taux d'usure sur les prix immobiliers et l'inflation. Ça, je ne vous apprends rien. On sait tous, et on l'entend dans les médias, qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, entre guillemets, est à l'arrêt. Et ça, nous, on le retrouve par rapport à une recette qui, ce sont les droits de mutation. Maintenant, on entend aussi dire que le marché commence à repartir. Donc, nous partons sur une base de 600 000 euros. On verra si on doit ajuster par la suite au travers du budget supplémentaire. On va aussi trouver la taxe sur l'électricité, qui est de 280 000 euros contre 261 000 euros en 2023. La taxe sur les publicités, on est à 150 000 euros et ça reste identique à ce qu'on avait en 2023. Donc là, nous venons de parcourir 57,67% de nos recettes, c'est-à-dire la fiscalité locale. Ensuite, on a les impôts et taxes à hauteur de 3 940 000 contre 3 860 000, soit 22,6% de nos recettes, aussi une partie importante.
Dedans, on va retrouver ce qu'on appelle les attributions de compensation. C'est 3 326 000 et c'est identique par rapport à 2023. On a la dotation de solidarité communautaire, 241 000 euros. On est aussi identique à 2023. On a le fonds de péréquation horizontale, 190 000 euros, identique à 2023. Je ne rentre pas dans le détail, je ne vais pas commencer à vous expliquer techniquement réellement ce que c'est. Ce sont des recettes qu'on touche par rapport à différents calculs. Et on a aussi, et là c'est là où on a un changement, la dotation de solidarité communautaire du centre de valorisation énergétique. On va mettre un budget de 182 000 euros alors qu'on était à 102 000 euros en 2023. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, cette augmentation fait suite à une délibération de la ville d'Halluin. Cette dotation de solidarité communautaire concernant le centre de valorisation énergétique est désormais totalement reversée par la MEL. Donc, dans le chapitre impôts et taxes 73, on retrouve les versements de la MEL et donc ce n'est plus Halluin qui nous le verse, c'est la MEL qui nous le verse. Donc nous passons de 102 à 182 000. Et dans le chapitre suivant que nous verrons, nous constaterons qu'une recette de 80 000 euros de 2023 disparaît. Elle sera à zéro puisque c'était la part qu'Halluin nous versait. Voilà. C'était simplement un ajustement pour expliquer pourquoi on avait une augmentation sur ce poste-là. Alors, là, on a vu deux parties assez importantes. On va regarder une troisième partie qui sont les dotations et participations. Elles s'établissent à hauteur de 2 076 000 euros contre 2 205 000 en 2023. Ça représente 11,91% de nos recettes. Alors dedans, on va retrouver notre fameuse dotation globale de fonctionnement qui se décompose en deux parties. C'est la dotation forfaitaire à 1 430 000 euros qui reste à peu près stable et la dotation nationale de péréquation à 120 000 euros qui reste aussi à peu près stable. En plus, va venir s'ajouter la CAF à hauteur de 280 000 euros contre 350 000 euros l'année dernière. Vous allez me dire pourquoi ça diminue ? Parce qu'en fait, l'année dernière, on a vu des rattrapages sur 2022, ce qui avait, entre guillemets, gonflé artificiellement cette recette. Et là, on revient sur une recette qui est classique et on est de l'ordre de 280 000 euros. Nous avons aussi la compensation de l'État qui concerne les exonérations de taxes foncières. L'État vient compenser ça à hauteur de 125 000 euros. Et nous arrivons sur le centre de valorisation énergétique qu'on recevait d'Halluin, qui était de 80 000 euros l'année dernière. Cette année, on est à zéro, puisque c'est remonté au niveau de la MEL, et je vous l'ai expliqué sur le chapitre précédent. Sur les dotations et participations, nous avons aussi un solde d'environ 120 000 euros qui concerne diverses recettes. On va retrouver le forfait intercommunal, la subvention de la MEL pour les entrées scolaires à la piscine, puisqu'on est accompagné, le fonds de compensation de TVA, la participation de l'État, la participation du CCAS. Là, nous avons vu 3 sources de recettes. Il nous reste une 4e source qui est aussi importante, ce qu'on appelle le produit des services, qui s'établissent à 1 104 000 euros contre 943 000 en 2023, soit 6,33% de nos recettes. Très simplement, qu'est-ce que ça regroupe ? Ça regroupe la restauration scolaire, les accueils de loisirs, les activités périscolaires, la garderie par exemple, l'école de musique, l'entrée des piscines, les concessions funéraires et encore d'autres choses. Alors, il y a un tableau qui vous est projeté. Ce tableau s'appuie sur les recettes encaissées en 2023 avec une reprise d'activité et de fréquentation des services plus importants. On avait déjà l'année dernière pris en compte une fréquentation plus importante et là on continue. Je vous laisse lire le tableau. Ça reste, je vais dire, cohérent en termes de recettes. Simplement, je vais faire un petit commentaire sur le remboursement des frais par le cinéma puisque c'est nouveau. Vous voyez qu'on... on était à zéro et on passe à 80 000 euros. Ça correspond au remboursement des charges de personnel, ça qui nous est fait par le cinéma, mais vous verrez que c'est un passe-passe puisqu'on verse une subvention sur la partie des dépenses. Il y a le remboursement des frais par le CCAS. On passe de 30 000 euros à 110 000 euros puisque, en fait, on a changé la répartition du calcul. Mais on va le retrouver aussi dans la partie, entre guillemets, des dépenses de ce qu'on verse au CCAS. Et enfin, on a aussi mais ça reste, je dirais, cohérent, mais après, on vous met aussi le CA 2023 provisoire. Pour la dernière ligne, le remboursement des frais par les tiers,
c'est qu'en réalité, en 2023, on a mis un budget à 8 000, on constate 22 000 euros, on remet un budget à 8 500, mais en fait, en 23, on avait des rattrapages de 2022 qu'on n'aura pas forcément. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette petite différence. Ce qui est important sur ce chapitre-là, et on l'avait évoqué lors du DOB, nous allons travailler la tarification sur ce premier semestre. Nous sommes déjà en train et nous arrivons au bout. Et il y aura une présentation qui sera faite lors d'un prochain conseil municipal sur une nouvelle tarification. Là, je viens de vous expliquer 98,5% de nos recettes. C'est pour dire que le reste que je vais expliquer maintenant, ça reste, comment dire, anecdotique sur l'ensemble. Vous avez les autres produits de gestion courante, c'est 229 000 euros contre 267 000 euros en 2023. On va retrouver les loyers et fermages pour 144 000 euros, les certificats CEE pour 35 000 euros et les anciens produits exceptionnels pour 50 000 euros. On va trouver aussi les produits exceptionnels à hauteur de 20 000 euros comme en 2023. Ça concerne en fait des mandats annulés sur l'exercice antérieur. Et l'atténuation de charges qui est, elle, pour 10 000 euros contre 15 000 euros en 2023. C'est le reversement d'indemnités journalières pour les agents contractuels. Et enfin, nous avons un chapitre qui sont les reprises sur amortissement et provisions, mais nous n'avons pas d'inscription budgétaire. S'il y a lieu d'être, c'est-à-dire que si on va devoir ajuster des provisions qui existent, eh ben on le fera en fin d'année en fonction des décisions de justice rendues par le tribunal administratif. On le fera à travers probablement à travers une DM, s'il y a lieu d'être. Là, on a parcouru l'ensemble des recettes de fonctionnement, comme je vous ai dit, ce qui donnait lieu à un mouvement de trésorerie. On a aussi des recettes d'ordre, c'est plutôt des écritures techniques. Elles restent très faibles au niveau des recettes, ce qui n'est pas le cas au niveau des dépenses. Dedans, on va retrouver un montant de 54 040 euros contre 41 440 au BP 23. Ce sont les quotes-parts des subventions transférables pour 24 040 euros et les travaux en régie, c'est-à-dire les travaux d'investissement effectués par le personnel communal pour un montant de 30 000 euros. Voilà pour les recettes de fonctionnement qui nous donnent un total de 17 487 040 euros. Là, nous avons fait la première grosse partie, c'est-à-dire que comment on se finance au niveau de la ville. Maintenant, regardons les dépenses et les services qu'on propose à nos citoyens au travers du budget de fonctionnement et de ses dépenses réelles. Alors, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1,24%, vous le voyez sur le tableau qui vous est présenté, en 2024 par rapport à l'exercice 2023. Moi, je vais m'arrêter sur 3 chapitres qui sont marquants. Le chapitre 11, les charges à caractère général, on a établi un budget à hauteur de 5 859 365 euros, soit une légère baisse de 2,84%. Vous avez le chapitre 12, ce sont les charges de personnel et frais assimilés. Nous sommes à 8 949 950 euros, soit plus 7,94%. Et le chapitre 65, qui sont les autres charges de gestion courante, à 1 570 025 euros, soit une baisse de 18,48%. Le tableau, vous avez les chiffres. Le slide suivant est peut-être beaucoup plus parlant dans les proportions. On va retrouver les charges de personnel qui représentent 54,23%, suivi des charges à caractère général qui représentent 35,54%, et les autres charges de gestion courante à 9,52%. Donc, je vais vous le faire par ordre d'importance. Commençons tout d'abord par les charges de personnel, le chapitre 12. On parle de 8 940 000 euros pour 2024 contre 8 283 000 euros en 2023, soit une augmentation de 7,94%. Alors, je vais vous détailler cette augmentation, sachant qu'on l'avait déjà détaillée lors du DOB, puisque M. le maire était intervenu sur le sujet. Alors, l'année 2024 sera marquée par l'attribution de 5 points d'indice majoré à l'ensemble du personnel au 1er janvier 2024, ce qui est déjà effectif, l'augmentation de 1 point de la cotisation retraite, l'impact sur 2024 des mesures salariales de 2023, puisqu'il y a eu des mesures qui sont arrivées en cours d'exercice 2023, donc ça veut dire qu'en 2024, on est sur les 365 jours, sur l'exercice complet. Le recrutement d'un professeur de musique, la reprise du personnel du cinéma Gérard Philippe sur une année complète, puisque nous avons repris le cinéma Gérard Philippe, ce qui donnera lieu à un budget que je vous donnerai en dernière partie,
le remplacement des agents à temps partiel thérapeutique, le remplacement d'un agent en congé maternité, le remplacement des personnels temporairement indisponibles dans les écoles, le glissement vieillesse-technicité, ce qu'on appelle le GVT, les heures supplémentaires rémunérées dans le cadre des élections européennes et l'augmentation de certains régimes indemnitaires, enveloppe réduite à 17 000 euros. L'enveloppe a été réduite de moitié en raison notamment de l'attribution de 5 points d'indice majorés au 1er janvier 2024 à l'ensemble des agents et de l'impact sur 2024 des différentes mesures salariales de 2023. Au 1er janvier 2024, les effectifs s'élèvent à 144 postes de titulaires, ce qui équivaut à 142 équivalents temps plein, 65 agents contractuels, temps complet et non complet, et un apprenti. Voilà pour la masse salariale. Maintenant, regardons les charges. Alors, je voulais préciser quelque chose. J'ai oublié. On va rester sur le graphique de la masse salariale. Comme vous êtes expert maintenant, vous avez remarqué que je vous ai donné un chiffre de 8 940 000 pour l'année 2024 et pour 2023, je vous ai dit 8 283 000. Et comme tout le monde, vous avez remarqué qu'il est marqué 8 365 000 sur le graphique. Parce que sur le graphique, on vous a mis non pas le budget qu'on a voté l'année dernière, mais ce qu'on appelle le budgété total 2023, c'est-à-dire le budget supplémentaire et les décisions modificatives, ce qui correspond en gros à l'atterrissage de l'exercice 2023, ce qui nous paraissait plus cohérent. Voilà, je voulais répondre à des doutes que vous avez pu avoir en regardant le graphique. Mais oui, je me doute. Alors maintenant, voyons les charges à caractère général. Le chapitre 11, elle diminue de 2,84% en passant de 6 030 000 euros en 2023 à 5 859 000 en 2024. Et là, on parle de 35,54% de nos dépenses. Alors, vous avez le tableau qui vous est présenté. Je vais essayer de vous faire un commentaire sur chaque ligne. Par exemple, les fluides qui correspondent à l'eau, le gaz et l'électricité, on a une diminution en 2024. Alors, si on prend élément par élément, l'électricité va augmenter. Ça, on a augmenté la partie électricité. Par contre, on a une bonne nouvelle, le gaz baisse. Bon, ce qui n'est pas forcément ce qu'on entend dans les médias, puisqu'on nous annonce en tant que particulier une augmentation au 1er septembre, mais ça, c'est autre chose. Mais pour nous, le gaz va baisser au niveau de la ville. Et cette baisse va être plus rapide que l'augmentation de l'électricité, ce qui nous permet d'afficher un budget qui est inférieur à l'année dernière. Et l'eau reste stable. Sur la ligne des dépenses liées aux écoles publiques et activités périscolaires, on a mis un budget supérieur puisqu'on est victime de notre succès et on prévoit encore une fréquentation en augmentation. Ce qui est bien aussi, quand je dis qu'on est victime, non, c'est plaisir aussi d'accueillir les enfants. Les dépenses liées à la petite enfance, là, on va passer de 248 000 euros à 134 000 euros. C'est très simple. Sur l'exercice 2024, on passe, sur ce qu'on avait expliqué, aux 15 berceaux. Alors que sur 2023, on avait expliqué qu'on faisait un accompagnement. Donc, on était à plus de 15 berceaux jusqu'au 31 août. On était aux environs de 29 berceaux. Et c'est seulement à partir du 1er septembre que nous sommes passés à 15 berceaux. Pour les dépenses liées à la restauration scolaire, on passe de 508 000 à 562 000 euros. Bon, bah alors ça, c'est le coût du repas qui subit l'inflation et aussi la fréquentation. On a beaucoup plus de fréquentation quand on avance dans les années. Le repas est bon, c'est sûrement ça qui attire les enfants. L'entretien des bâtiments municipaux, là, il n'y a pas réellement de commentaires à faire. Les dépenses pour la gestion des espaces verts, on renforce certains budgets comme l'élagage. Pour les dépenses liées aux services culturels et protocolaires, je n'ai pas de commentaires à faire. Les dépenses de nettoyage des bâtiments municipaux, on passe de 231 000 euros à 189 000 euros. En fait, on a fait un nouvel appel d'offres. L'appel d'offres a été fructueux, donc on a un coût pour une prestation équivalente qui est nettement moins cher. Donc ça, c'est très bien et j'en remercie les services du travail qui a été fait et de la qualité de l'appel d'offres. Pour tout ce qui est dépenses liées à l'informatique, je n'ai pas de commentaires. Au sport, pas de commentaires. Et enfin, les autres dépenses pour la gestion quotidienne des services, en fait, vous avez une baisse, puisqu'on passe de 874 000 euros à 616 000 euros. Il faut savoir qu'au budget 2023, à l'époque, on avait inscrit une dommage ouvrage pour la piscine à hauteur de 150 000 euros, qu'on a annulé aujourd'hui, puisque la piscine passe dans le giron métropolitain. Et pour le moment, concernant le pôle raquette,
on n'a pas l'acte qu'il faut pour inscrire un dommage ouvrage. On verra courant de l'exercice 2024 si lors du budget supplémentaire, il y a nécessité à l'inscrire ou si celle-ci devra être inscrite sur le budget 2025. Donc il y aura peut-être une réactualisation de ce dernier poste. Voilà pour les charges à caractère général. Alors, nous avons les autres charges de gestion courante qui s'établissent à hauteur de 1 570 000 euros contre 1 926 000 euros en 2023. Là, je vous parle de 9,52% de nos dépenses. Donc, elles sont en baisse. Alors, tout d'abord, nous avons la subvention prévisionnelle du CCAS qui est à 460 000 euros contre 415 000 euros l'année dernière. On retrouve, vous savez, dans les dépenses, je vous ai parlé à un moment donné qu'en termes de recettes, restauration liées au CCAS, on avait une nouvelle répartition et donc ça augmentait. En contrepartie, on augmente aussi la participation au CCAS en termes de dépenses. La subvention prévisionnelle au cinéma pour 50 000 euros. Je dirais qu'au budget 2024, c'est nouveau. On avait déjà voté, je pense, une DM, je ne sais plus si c'était au 1er septembre 2023. Mais là, on est sur des coûts qui se prennent sur les 12 mois leur effet. Les subventions prévisionnelles aux associations, on est à peu près à 181 000 euros contre 156 000 euros en 2023. En fait, là, simplement, on s'est aligné à la dépense réelle constatée sur 2023 et on a mis le budget à la hauteur. La participation obligatoire prévisionnelle aux écoles privées pour 530 000 euros contre 510 000 euros en 2023. Là, on a l'impact des fluides 2023, puisque le budget 2024 des écoles privées, en fait, est calculé sur les coûts 2023. Et en 2023, on avait subi des impacts au niveau des fluides. Les abonnements aux logiciels hébergés dans le cloud pour plus ou moins 130 000 euros contre 110 000 euros en 2023. Le paiement des indemnités et charges des élus, plus ou moins 167 000 euros contre 174 000 euros en 2023. Et pour rappel, en fait, au départ, je vous ai dit, on passe de 1 570 000 en 2024 contre 1 926 000 en 2023. Les explications que je vous ai données ne justifient pas cette baisse. En fait, il faut simplement se souvenir que l'année dernière, au budget 2023, on avait écrit des charges exceptionnelles qui étaient liées à Caléide et à l'agriculteur. Donc, ça représentait à peu près 500 000 euros que nous n'avons pas en 2024, ce qui explique la grande partie de la baisse sur ce poste-là. Voilà pour le chapitre des autres charges de gestion courante. On a parcouru 99,29% des charges. On va quand même terminer et aller jusqu'au bout. On a ce qu'on appelle le chapitre 14, les atténuations de produits. Il est important ce chapitre, puisqu'on inscrit 90 000 euros cette année contre 11 000 euros l'année dernière. Pourquoi ? En fait, la ville de Ronques, malgré ses efforts constants pour construire, affiche un déficit de logements sociaux pour atteindre le seuil réglementaire de 25% dans le cadre de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. En 2022, les pénalités dues se sont élevées à près de 90 000 euros. En 2023, la subvention d'équipement versée en 2021 aux bailleurs sociaux nous a permis de réduire cette pénalité, donc nous étions à 11 000 euros. Il n'y a pas eu de versement aux bailleurs sociaux qui a été effectué en 2022, donc nous n'avons pas de réduction de la pénalité sur 2024. C'est pourquoi on inscrit 90 000 euros. On a toujours 2 ans de décalage. Pour mémoire, au 1er janvier 2022, le nombre de logements sociaux manquants était de 350 pour atteindre le seuil réglementaire. Bien entendu, la ville procédera à l'ajustement des crédits des réceptions de la prochaine notification par les services d'État. Nous avons ensuite les charges financières, plus ou moins 7 000 euros en 2024 contre 15 000 euros. Voilà, un désendettement qui arrive quasiment à zéro, des intérêts financiers qui, eux, tendent aussi à zéro. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et enfin, les charges exceptionnelles, 20 000 euros en 2024 comme en 2023. C'est un petit rappel, hein, on était passé à la nomenclature M57, c'est-à-dire que le résultat exceptionnel est supprimé. Donc, ce chapitre ne comprend plus que les annulations de titres. En fait, là, j'ai parcouru l'ensemble des charges réelles de fonctionnement. Il nous reste les charges
d'ordre de fonctionnement, celles qui ne génèrent pas forcément des mouvements de trésorerie, mais au niveau des dépenses, elles sont très importantes, puisque dedans, on va retrouver les fameuses dotations aux amortissements pour 700 000 euros. Je vous rappelle, une dotation aux amortissements, c'est très simple. Lorsque vous faites un investissement, là, vous faites la sortie de trésorerie le jour J de l'investissement. Mais l'État vous donne le droit d'étaler la charge sur plusieurs années. Donc, nous avons fait de gros investissements et tous les ans, nous étalons la charge. Donc, nous constatons une charge, mais qui ne génère pas derrière de sortie de trésorerie. Donc, cette charge, en gros, c'est un plus pour nos investissements puisque ça génère dynamiquement de l'autofinancement puisque derrière, nous ne sortons pas de trésorerie. Et nous avons aussi un virement à la section d'investissement pour un montant de 300 000 euros. Donc, je vous parle de dépenses d'ordre qu'on va retrouver par la suite dans l'explication du financement des investissements à hauteur de 1 million d'euros. Voilà, nous avons parcouru les 17 487 040 euros des dépenses de fonctionnement. Nous sommes équilibrés, c'est toujours ce qui est recherché, et l'obligation que nous avons. Une fois que nous avons parcouru notre fonctionnement, nous avons vu le détail de la vie quotidienne de la ville, eh bien, nous allons aborder le deuxième budget de la ville, qui est le budget d'investissement, c'est-à-dire la section d'investissement. Là, je vous parle d'un budget d'investissement qui nous permet de projeter la collectivité dans l'avenir, de conforter ou d'améliorer le patrimoine et de mener des projets pour maintenir et développer les services aux habitants, bien entendu. La section d'investissement est liée aux opérations menées par la ville, et là, on va parler de moyen et long terme. On ne parle pas de quotidien. De dépenses quotidiennes, pardon, je ne suis pas très français. Alors, tout d'abord, commençons par les recettes d'investissement, ce qui va nous permettre de financer nos dépenses. Nos recettes d'investissement s'élèvent à 2 980 960 euros. Alors, dedans, eh ben, on va retrouver l'autofinancement, c'est-à-dire c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement, qui génèrent de la trésorerie, et les dépenses réelles de fonctionnement. Et là, on va dégager 945 960 €. Ce qui correspond au million que je viens de vous expliquer il n'y a même pas 2 minutes. Simplement, moi, je vous ai dit million dépenses d'ordre. Je vous avais tout à l'heure dit qu'il y avait des petites dépenses de 45 000 € à peu près de recettes d'ordre, ce qui nous donne, ou 55 000 €, ce qui nous donne nos 945 960 € d'épargne brute. Derrière, on vient toujours retirer le remboursement du capital des emprunts. Ça, c'est une obligation, c'est-à-dire que nous devons toujours être en capacité, en tant que ville, de rembourser les emprunts que nous contractons. Aujourd'hui, nous n'avons pas contracté d'emprunt depuis très longtemps et nous voyons que le remboursement de l'emprunt ne s'établit plus qu'à hauteur de 165 000 € pour l'exercice 2024. Ce qui est très bien, ce qui nous libère de la capacité d'investissement. Et comme nous avons encore de nombreux projets à réaliser, c'est parfait. Donc, déjà, ce premier financement, c'est l'autofinancement, 781 000 €. Après, ensuite, on a le fonds de compensation de TVA, 200 000 € qu'on vient rajouter. Et nous avons les subventions et les produits de cession. Mais là, nous mettons 0, puisque, comme je vous ai déjà dit, les subventions d'équipement, il faut qu'elles soient notifiées pour pouvoir être notées. Donc, on fait toujours un budget où les subventions sont à 0, mais courant exercice 2024, on est très confiant sur, par exemple, avoir la subvention qui concerne les LED dans les écoles, qui concerne la toiture de Neruda et le sol sportif de Stellandre. Donc, on pourra à chaque fois, et notamment sur le BS, venir abonder cette partie de financement. C'est pareil pour le produit des cessions, il faut que ce soit acté. Donc aujourd'hui, nous sommes à 0. Nous en avons déjà parlé au niveau du débat d'orientation budgétaire. Les cessions, on parle du Château L'Œil pour 2 millions d'euros, la friterie de la gare à 45 000 €, le projet laboratoire et ophtalmo à 750 000 €, le projet endocrino 340 000 €, école Elsa Triolet, une estimation à 600 000 €, les anciens ateliers de la gare, estimation à 600 000 €, et le Pierre Mauroy 2, on est à 4 428 000 €. Mais on est bien d'accord, ça ne pourra être inscrit qu'à partir du moment où on a l'acte officiel.
Donc ça nous amène en fait à 7 881 000 d'autofinancement, 200 000 euros de fonds de compensation de TVA, soit 980 000 euros. Je vous ai dit qu'on allait devoir financer 2 980 000 euros, donc il nous manque 2 millions. Et comme d'habitude, on va faire un emprunt d'équilibre qui sera remboursé lorsque je vous présenterai le compte administratif de 2023. Donc c'est un emprunt d'équilibre, entre guillemets, fictif, nous n'allons pas le contracter. Voilà, maintenant que nous avons vu et que nous sommes rassurés sur nos financements en termes d'investissement, voyons nos dépenses. Là, on vous affiche 2 tableaux. Je ne vais pas vous lire ligne par ligne, on va simplement se résumer les grandes dépenses. On va prendre le site sportif, le pôle raquette, à 976 000 euros. Les travaux sur Neruda, la toiture et isolation, à 444 000 euros. Le système de rafraîchissement par CTA dans les écoles, 262 000 euros. Le passage à l'éclairage LED dans les écoles, 160 000 euros. Jules Stellandre, la rénovation du sol, 163 000 euros. Divers aménagements, écoles, espaces publics, cimetières, plantations d'arbres, 46 500 euros. Le matériel informatique à 117 190 euros. Je vous laisse lire les autres lignes. Tout ça nous amène à 2 980 960 euros. Voilà pour le budget de la ville. J'enchaîne sur le budget Gérard Philippe, puis on demandera s'il y a des questions par la suite, monsieur le maire. Alors, la nouveauté aujourd'hui, c'est que je vous présente un budget, le budget annexe Cinéma Gérard Philippe. Alors, c'est un budget qui est très simple, un budget primitif pour 2024. Il est établi hors taxe. Il atteint un volume global de 151 660 euros. Il se détaille en 2 parties, toujours le même principe, une section de fonctionnement, une section d'investissement. En fonctionnement, on a 150 910 euros. En investissement, 750 euros. Alors, la section de fonctionnement, tout d'abord les recettes, les ventes des tickets et de cartes fidélité pour un montant prévisionnel de 100 500 euros. La participation de la ville à hauteur de 50 000 euros et des produits divers et exceptionnels pour 140 euros. Les dépenses, en face, elles, c'est des dépenses de caractère général. Le chapitre 11, 68 260 euros. Et là, on va retrouver, en fait, les locations de films, la redevance de programmation, le petit matériel, les contrats de maintenance, les fournitures et l'entretien. Mais on est principalement sur la location de films. On a aussi les dépenses de personnel, le chapitre 12, à hauteur de 80 000 euros. Je vous rappelle que le budget du cinéma rembourse la mise à disposition du personnel de la ville sur le budget principal. On l'a vu dans les recettes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et nous avons des charges de gestion courante pour un montant de 1 900 euros qui correspondent au paiement de la SACEM. Voilà pour le budget de fonctionnement. La section investissement, 750 euros. Alors, c'est 480 euros qui concernent l'achat de matériel pour le cinéma et des dépenses d'ordre qui sont à hauteur de 270 euros. Voilà pour le budget cinéma, budget assez simple et assez rapide à parcourir. Alors, en conclusion, nous sommes sur un budget qui reste toujours très ambitieux. En effet, nous continuons notre engagement, notre programme, même si nous sommes dans moi j'appelle ça une année de transition au niveau des investissements, puisque nous avons la piscine qui est devenue métropolitaine et il y a le pôle raquette qui arrive et qui prendra vraiment sa place financière à partir de 2025, puisque la somme qui était mise au budget pour 2024, est assez faible par rapport à l'investissement total. Donc là, nous sommes sur un budget de transition en termes d'investissement. Ce qui n'empêche que nous devons toujours rester vigilants face au contexte économique. Et moi, c'est les vœux que j'ai un peu formulés tout à l'heure. Espérons que le marché de l'immobilier, qui a connu sa plus mauvaise année en 2023 sur la dernière décennie, connaisse un redémarrage. Et je reste confiant par rapport à ce qu'on peut entendre, puisque la dynamique immobilière est quand même un facteur important dans la dynamique économique. Et comme je l'ai dit l'année dernière, il faut qu'on reste attentif, prudent, mais volontariste et optimiste, mais aussi coopératif avec l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets, la MEL, le département, la région et l'État.
Par rapport à la réalisation de ce budget, je tenais à remercier monsieur le directeur général des services, Richard Delpierre, et ses équipes pour le travail accompli à la réalisation de ce budget. Merci à Caroline Zorco et son équipe pour ce travail de qualité et surtout le travail relationnel au quotidien avec l'ensemble des services et des élus. J'ai toujours de très bons échos et retours comme quoi la finance prend sa place dans la, dans la vie de notre collectivité et qu'elle devient accessible et compréhensible. Ça, je trouve ça très important. Merci à Marjorie et à Axel pour la qualité de la présentation. Et là, c'est plutôt personnel. Une pensée particulière et personnelle pour Catherine Serafini, qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années, et sa famille, donc notre ancienne directrice financière qui a été touchée par un événement personnel dramatique. Voilà, monsieur le maire, pour la présentation du budget. Merci, monsieur Gilmet, pour ces remerciements, et je m'associe à vous sur ces remerciements, pour cette pensée, pour Catherine Serafini. C'est vrai que c'est un budget toujours ambitieux, contrôlé et surtout bien respecté par les services, et je salue vraiment le travail qui est fait avec les élus pour nous permettre de pouvoir investir et de pouvoir faire travailler aussi les sociétés, parce que on doit aussi faire travailler les sociétés sur nos projets. Et donc aujourd'hui, on se lance, je dirais, sur ce deuxième partie de mandat avec des investissements qui sont décalés un petit peu en 2025, parce que pour le pôle raquette, vous le rappelez tout à l'heure, mais qui verront se transformer un petit peu notre accompagnement du monde sportif, mais aussi de l'ensemble des administrés. Donc merci encore pour cette présentation qui était très claire, et vous nous aidez finalement à la découverte et à apprécier finalement cette présentation. Et comme vous le disiez tout à l'heure, nous devenons des experts grâce à vous. Merci. Je sais qu'il y avait eu des questions et on y a répondu. Je pense que vous avez eu, les réponses par les services, que je remercie encore. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, par rapport à ce budget primitif. Non. Sur les deux points, bon. Eh ben, je le porte aux voix. Qui est pour? Alors, on passe les deux délibérations, hein, budget primitif et aussi le budget du cinéma. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, 2 votes contre. Je vous remercie. Donc, il n'y aura pas eu... Mais le mandat n'est pas terminé. Non, c'est vrai. Merci, monsieur Gilmet. Et comme vous pouvez le dire tout à l'heure, vous avez fait 50% des délibérations. Donc, voilà, aujourd'hui, on va passer à d'autres délibérations avec monsieur Tellier. Ah non, excusez-moi. C'est vrai, c'est pas fini. J'ai anticipé. L'autre délibération, c'est les admissions en non-valeur. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, monsieur le maire. Oui, nous allons parler des admissions en non-valeur. Donc, un petit rappel. Chaque année, certaines créances demeurent irrécouvrables. Les admissions en non-valeur sont des créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées, aucun recouvrement n'a pu être obtenu. L'admission en non-valeur n'exclut pas un recouvrement ultérieur, hein, si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement. Alors, pour permettre l'appurement de ces comptes, le comptable public a dressé une liste de produits irrécouvrables relatifs à l'exercice 2023. Alors, bien sûr, en conséquence, il sollicite l'admission en non-valeur des titres correspondants dont le montant total est réparti comme suit. Vous voyez, 617 €. On reste sur une somme qui est très faible. Alors, on a 2 titres à hauteur de 308,50 €. Ça concerne des frais de mise en fourrière. Sur la première partie, des frais un huissier est intervenu, mais malheureusement, c'était infructueux. Et sur le deuxième, c'est un NPAI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai toujours du mal à le retenir, n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc, nous n'avons pas pu recouvrir. C'était le petit mot technique de la soirée que vous pouvez retenir. Donc, monsieur le maire, nous sommes à 617 €. Ces motifs n'appelant pas d'observation particulière, monsieur le maire va proposer au conseil municipal d'admettre en non-valeur ces produits irrécouvrables. Maintenant, d'un point de vue technique, la dépense
correspondante sera imputée au budget 2024 sur le compte budgétaire 6541. C'est la deuxième chose à retenir. Créances admises en non-valeur. Voilà, monsieur le maire, pour cette délibération. Eh bien, y a-t-il des questions concernant cette délibération que je vous demande d'accepter, hein, c'est en valeur? Non, je porte voix. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Une dernière délibération. Celle-là, c'est bien la dernière, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne la clôture de l'autorisation de programme, ce qu'on appelle AP, autorisation de programme, 2101. Et ça concerne la nouvelle piscine familiale sur l'exercice budgétaire 2024. Alors moi, je vais vous faire un petit rappel des délibérations qui concernaient notre piscine familiale. Alors tout d'abord, par délibération du 1er février 2021, le conseil municipal a décidé de gérer le projet d'investissement de la création d'une nouvelle piscine familiale en autorisation de programme, ce qu'on appelle AP et crédit de paiement CP. Nous, c'était de l'ordre de AP. Cette délibération prévoyait une ouverture d'AP à hauteur de 10 500 000 € en 2021. Ensuite, par délibération du 17 octobre 2022, le conseil municipal, toujours, a décidé de modifier l'AP et la voter pour monter à les 10 500 000 € à hauteur de 15 500 000 €, compte tenu de l'avancée du chantier et de l'évolution des coûts. Le 16 décembre 2022, par délibération métropolitaine, la MEL a proposé de mettre en œuvre un appel à manifestation d'intérêt, ce qu'on appelle AMI, du plan de piscine numéro 2. Et nous, donc, par délibération du 6 février 2023, la ville de Ronques a validé sa participation à l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, du plan piscine 2. Et la délibération métropolitaine du 20 octobre 2023, la MEL a reconnu l'intérêt métropolitain du projet de piscine sur le site de la source, qui est sur la ville de Ronques. Voilà pour les rappels des différentes délibérations qui se sont enchaînées. Ainsi, les autorisations de programme que nous avons votées, la dernière de 15 500 000 € demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation ou leur clôture. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante que nous sommes d'approuver la clôture de l'autorisation du programme, autorisation de programme AP 2101, arrêté au montant réalisé de 1 122 345,33 €. C'est très précis. Vous avez le petit tableau qui vous rappelle ce qu'on a dépensé de 2019-2020 jusqu'à 2023 pour arriver à ces fameux 1 122 345,33 €. Voilà, monsieur le maire, ce qui est proposé dans la délibération de ce soir. Merci pour cette présentation qui nous montre bien tout le travail qui a été fait aussi bien par la ville et le travail en étroite collaboration avec la métropole pour ce plan piscine 2. Y a-t-il des questions? Donc, je porte aux voix cette clôture de l'autorisation de programme. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, 2 abstentions. Je vous remercie. Eh bien, vous avez terminé, monsieur Gilet. Merci beaucoup. Et c'était pas monsieur Tellier, juste après. C'était monsieur Pétillon. Je me suis même trompé là-dessus. Donc, monsieur Pétillon, je vous laisse la parole concernant l'attribution de subventions foncières pour CDC Habitat. En principe, moi j'avais d'abord monsieur Blonchalves, c'est pas grave, on va inverser. C'est 1,08 et 1,09, mais bon, comme. Alors cette Ça délibération perturbe un peu, mais bon. sur le principe, puisque nous avons déjà voté précédemment, comment dirais-je, ces délibérations d'aide au montage au bilan financier pour les bailleurs sociaux lors d'opérations immobilières. Cette année, nous proposons, nous avons été saisis également par la société CDC Habitat, qui réalise sur le programme, comment dirais-je, de la rue de Tourcoing, 17 logements. Alors, nous proposons d'affecter la pénalité sur cette opération à hauteur de 80 000 €, avec une petite particularité, c'est que dans le cadre de la signature de la convention entre la ville de Ronques et CDC Habitat, nous avons souhaité, et nous
flécher, je dirais, l'utilisation de cette subvention qui sera, comment dirais-je, qui apparaîtra dans les bilans financiers à la rentrée du stationnement. C'est que dans un logement, on paye bien sûr le loyer, et pour le logement social, à part, on paye la valeur, comment dirais-je, pour le stationnement. Donc, nous avons souhaité les porter pour les 17 logements en sociaux. Donc, pendant à peu près une année, pendant une vingtaine d'années, le stationnement pour ces gens sera gratuit. Ce qui est quand même, je pense, un très gros avantage. Voilà donc, mes chers collègues, votre avis sur cette attribution d'une subvention de 80 000 euros. Oui, Monsieur Barre. Oui, concernant ce point, on aurait préféré que cette subvention aille à l'amélioration de l'habitat, à la virtuosité des habitats. Maintenant, comme vous dites, c'est qu'à une durée de 20 ans. Ce n'est pas quelque chose de pérenne. Donc, ce n'est pas une solution pérenne, je veux dire. Donc, on aurait préféré qu'elle soit octroyée pour les logements. Mais bon, on est bien conscient que la place de parking devient quasi indispensable. Mais si au moins elle aurait été, je vais dire, sanctuarisée dans le temps, mais là, ce n'est pas le cas. Je vous laisserai la parole, Monsieur Pétillon. Juste, je pense que la fois où on a passé ce dossier-là, c'était Mme Charvet qui avait parlé du stationnement. Et je pense que c'est une très bonne idée, je dirais, de flécher sur le stationnement. La qualité architecturale, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée dans le dossier qu'on nous a présenté. Et on sera très vigilant, je dirais, par rapport à ce qui sera dedans. Aujourd'hui, flécher sur du stationnement, c'est inciter les gens à pouvoir stationner dans le complexe et dans les logements. Donc aujourd'hui, je vois mal revenir en arrière un petit peu par rapport à vos propos que vous aviez eus la fois dernière. Parce que vous aviez bien dit les choses en disant faut inciter les gens à avoir du stationnement et les utiliser. Aujourd'hui, en fléchant ces 80 000 euros sur une subvention sur le stationnement, ça permettra d'utiliser complètement tous les stationnements qui sont sur ce site. Monsieur Pétillon ? Oui, effectivement, même remarque, Monsieur le maire, par rapport au stationnement. On remarque que dans les opérations qui existent déjà sur notre territoire, je prendrai par exemple la résidence de l'Hôtel de Ville, parce que là c'est visible, juste derrière la mairie. Il y a trois blocs d'appartements, dont un pour les logements sociaux. Tout le monde, à partir de la première tour, les logements sociaux ne prend pas la place de parking. Et on retrouve les gens le soir sur le parking de la piscine qui est juste à côté. C'est la preuve que c'est un élément important, ce stationnement. Ensuite, sur la qualité des logements qui seront faits, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Je dirais que la qualité du projet qui nous a été présenté, même dans le détail, nous fait, comment dirais-je, remonter peu de critiques par rapport à cela. Et par ailleurs, et ça c'est une constante que je remarque, on a souvent, presque tout le temps, des logements sociaux, lorsqu'ils sont faits de meilleure qualité que les logements faits par le privé. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement. Un bailleur social va devoir se porter, comment dirais-je, pendant 80 ans, 100 ans, 90 ans, je ne sais pas, sur les travaux à faire dans son patrimoine. Donc un logement de meilleure qualité, donc à partir de là, effectivement, et compte tenu que vous aviez, je le rappelle, demandé aussi d'essayer de faire un effort sur la partie stationnement, nous avons choisi cette formule. C'est franchement deux points positifs. Ça va rassurer les riverains qui sont proches. Hein. On sait que il y a toujours des problématiques, je dirais, quand un collectif se fait proche de maisons. Et ça va surtout permettre aux futurs locataires de réduire la facture, hein, finalement, et de pouvoir se garer sur le site. Donc vraiment, c'est, je dirais, un fléchage qui est plutôt judicieux. Une petite observation encore, monsieur le maire, si je peux me permettre. Là, on le verra, ce sera visible celui-là. Ah oui. Si on nous dit oui, on va améliorer la qualité, soyez rassurés.
j'ai pas envie de mener des enquêtes de police derrière pour savoir si effectivement on a mis un robinet de meilleure qualité ou une ventilation plus performante. Voilà. D'autres remarques? Non? Monsieur Barre? Juste pour appuyer, je veux dire, pour enfoncer le clou, pourquoi sur une durée limitée? C'est le montant, jusqu'à atteindre la montante de 80 000 euros. Si on prend un stationnement, ça dépend si ce sera du stationnement de surface. Bon, il y a du stationnement souterrain, je vous le dis carrément, en surface c'est moins cher, c'est du stationnement en surface. C'est déjà quelque chose quand même. Si vous prenez une moyenne de, je ne sais pas, 60-80 euros pour un stationnement de surface, ben vous calculez par le nombre d'appartements, 17, et on doit arriver aux alentours d'une vingtaine d'années. Voilà. Ce sera peut-être 20 et demi, 21. Et je pense que ces 20 années vont permettre aussi aux gens de revoir un petit peu leur façon de circuler dans la ville. On le voit bien, hein, ça change, ça bouge. Mais ça va bouger encore dans les 20 prochaines années. On ne sera peut-être plus là pour le voir, mais aujourd'hui, on a quand même un changement des comportements et une utilisation plus des transports en commun. Donc voilà, je trouve que voilà, ce fléchage est bien fait et est fait selon le montant qui est attribué par rapport à cette subvention. Pas d'autres questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pétillon. Et la dernière délibération que vous devez présenter, c'est concernant la friterie de la gare. Oui, nous avions pris une délibération au mois de décembre, le 11 décembre, vous vous en souvenez, pour la cession d'une parcelle à l'angle de la rue de Lille et de la rue du Mai 45, parcelle de 421 mètres carrés. Nous n'avons pas, comment dirais-je, fait de déclassement parce que nous pensions que c'était de parcelles qui n'étaient pas occupées par un service public. Or, ben voilà, erreur, on la corrige aujourd'hui. Cette parcelle recevait 2 fois par an, au moment de la Ducasse, les containers pour les ordures ménagères que l'on mettait en face sur le bord du terrain. Donc à partir de là, on pourrait considérer certains esprits chagrins, pourraient dire oui, il y avait une utilisation publique de la parcelle. Pour éviter que les esprits soient trop chagrins, ben on prend la délibération aujourd'hui rectificative, pas sur le principe de revendre à M. Consalves, mais donc la délibération pour la sortir du domaine public. Voilà, c'est une question sur ce principe que je vous demande de vous prononcer. Sachant qu'il y en aura encore une troisième, je vous le dis par avance, M. Concalves réfléchit aussi au montage juridique et on aura sans doute à l'avenir une délibération dans quelques semaines, quelques mois, en changeant le nom pour un nom sans doute d'une SCI dans laquelle, bien sûr, il participe. Quoi. Donc, je vais corriger M. Gonsalves. Gonsalves, voilà. Je me trompe à chaque fois. Je sais, c'est pour ça que je te corrige. Vous avez sans doute j'ai Monsieur Da Silva qui me... Alors, c'est bien d'avoir cette régularisation qui permettra d'avancer et de passer, je dirais, dans les compromis de vente et très prochainement. Y a-t-il des questions, M. Barre? Oui, en fait, comme M. Pétillon a devancé ma question, en fait, nous sommes tout à fait pour favoriser le développement d'un commerçant roncois, mais on voudrait, par rapport à cette SCI, savoir qui sera à la tête et qui sera majoritaire, parce qu'on ne voudrait pas se retrouver avec autre chose qu'une friterie dans les années à venir. Voilà, c'est tout. Quelques semaines, là aujourd'hui. Mais nous serons vigilants pour garder la frite là-dessus. Je porte voix. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie.
Merci, Monsieur Pétillon. Je vais laisser la parole à Monsieur Tellier concernant la coopération intercommunale en matière scolaire. Merci, merci Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui est en lien avec celle que nous avons votée le 11 décembre dernier, puisque on avait voté un accord de principe d'adhésion à un syndicat intercommunal concernant la gestion des espaces numériques de travail pour les scolaires. Et à cette époque-là, il y avait un souci sur le positionnement de la ville de Comines, puisqu'on n'avait plus trop de nouvelles de cette commune au sein de l'intercommunalité. Bon, les choses ont été, entre guillemets, régularisées début 2024, puisque la ville de Comines a fait savoir à la ville de M, qui gère en gros la partie administrative de l'intercommunalité, qu'il se retirait de l'intercommunalité. Voilà. Donc ça suppose que toutes les communes adhérentes à l'intercommunalité votent la même délibération pour acter le départ de la ville de Comines. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions concernant ce départ de la ville de Comines? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Je vous en remercie. Monsieur Tellier, concernant notre école, faisons-la ensemble, donc avec l'éducation nationale et la ville. Donc, on se situe ici en fait dans une démarche qui s'intitule Notre école, faisons-la ensemble, qui a donc été lancée par le Conseil national de refondation et qui a lancé donc toute une série d'échanges concernant les acteurs de la communication. Non, c'est pas ça. Je suis en train de lire le charabia là qu'ils ont mis officiellement. Vous lirez, c'est assez intéressant quand même en termes de logorée. Mais en gros, ça associe tous les acteurs de l'éducation dans le cadre de la liberté, d'innovation des équipes, etc., etc. Bon, plus simplement, l'idée, c'est de proposer à des équipes éducatives de lancer des initiatives et éventuellement de pouvoir recevoir un financement. Au niveau du territoire de Ronc, il y a un groupe scolaire, à savoir le groupe Brel-Picasso, qui a donc répondu favorablement à cette proposition et qui a donc élaboré un projet qui s'intitule, je cite, « Le numérique au service des apprentissages ». L'idée étant de pouvoir disposer de tablettes pour lancer toute une série de réflexions. Le projet a été validé par les services académiques de l'éducation nationale à hauteur de 20 159 €. L'idée étant, sur un montage financier peut-être un peu compliqué, que en fait l'État va verser à la ville de Ronc, donc dans le cadre du fonds d'innovation pédagogique, une subvention, donc évidemment correspondant à la somme que je viens de donner, et ensuite donc la ville pourra se faire rembourser de cette manière-là. Voilà en gros l'objet de cette délibération, c'est donc d'accepter le principe de prise en charge de cette subvention. Merci, Monsieur Tellier. Je sais qu'il y avait eu un questionnement concernant l'usage de la tablette au sein des écoles et surtout au sein des maternelles. On vous a apporté les réponses, aussi les réponses de la directrice concernant l'utilisation de ces tablettes. On voit bien que toutes les précautions sont prises par l'éducation nationale et on voit bien que c'est pour renforcer aussi l'usage de ces équipements, et je pense qu'il y aura de la prévention qui sera faite aussi pendant cet usage. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, pas forcément des questions, mais l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, un rapport du 13 septembre 2023, montre que le temps d'exposition aux écrans n'est pas le seul facteur à prendre en compte, effectivement. Le contenu, l'interaction qu'on peut avoir avec l'enfant durant ce temps d'écran a aussi son importance. Cependant, dans la dynamique de notre école, faisons-la ensemble, aujourd'hui, de nombreuses familles sont elles-mêmes en difficulté avec les écrans au sein de leur foyer.
Les études montrent des lacunes en orthographe, pour ne citer qu'elles, qui sont en forte augmentation. Des sensibilisations aux familles, des supports pédagogiques qui permettraient de valoriser les interactions intrafamiliales nous semblent beaucoup plus bénéfiques. De plus, on favoriserait la communication parents-enseignants. Voilà, je voulais rapporter des précisions par rapport à ces investissements de tablettes au sein du système scolaire. Alors, écoutez, je ne connais pas l'étude, mais je vais vous donner une expérience que j'ai faite cette année. Jusqu'à maintenant, dans un amphi d'à peu près 180 étudiants, je faisais un PowerPoint pour chaque cours. Bon, cette année, je leur ai dit, terminé. Plus de PowerPoint, on range l'ordinateur et on range l'écran. Donc, sans doute une forme d'immodestie de ma part, puisqu'ils sont obligés de me regarder pendant 2 heures et d'écouter ce que je raconte. Bon. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas d'écran pendant 2 heures. Si, après, ils tripatouillent là dans leur coin avec leur téléphone, mais ça, c'est un autre souci. Mais le support pédagogique a changé. Ça oblige, quelque part, à recapter l'attention, à écouter, parce qu'il y a énormément de noms propres, de personnages illustres ou moins illustres, selon la saison. Et donc, ça, quelque part, ça les met en difficulté. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'à partir du moment où il y a un PowerPoint, ils considèrent qu'ils ont fait le job, ils ont vu l'image, ils ont vu les 2-3 lignes de synthèse que j'avais mis. Bon, ça fait réfléchir. Voilà, après, on peut en discuter. Moi, je suis assez perplexe sur, pour ne pas vous le cacher, l'emploi des tablettes dès la maternelle. Ça me pose question. Je pense que je ne suis pas le seul ici. Maintenant, on peut avoir le débat de fond si vous le voulez, mais nous, voilà, on n'est pas, je rappelle, on n'est pas sur une compétence pédagogique partagée. C'est l'éducation nationale qui l'a. Donc, à partir de là, j'allais dire, on ne nous demande pas vraiment notre avis, en fait. Voilà. Moi, je salue le dynamisme de l'équipe pédagogique qui a fait le projet, mais il ne s'est pas fait en concertation. C'est-à-dire que c'est le projet de l'équipe pédagogique et si vous avez lu jusqu'au bout la délibération, vous avez vu qu'en fait, nous, on apparaît, j'allais dire, comme un support technique. Maintenant, il me semble bien, et je pense qu'il faudra le refaire, et vous citiez une enquête, on peut avoir le débat, on doit avoir le débat, parce que je pense que c'est une vraie question de santé publique. Et que derrière, il ne faut pas non plus être naïf, il y a aussi un problème de lobbying. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, pas si anciennes que ça, Microsoft avait voulu faire de certains enseignants des ambassadeurs. Bon. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça doit nous interroger en termes aussi d'action publique. Donc, il me semble bien qu'on avait fait un débat il y a quelques années, ici même, au cinéma, sur voilà, l'impact des tablettes, etc. Avec l'Union des familles, on avait fait ça. On peut le réitérer. Maintenant, sur cette délibération, je le répète, c'est le projet du groupe scolaire Picasso-Brel. Nous, on vient en appui technique. Vous avez eu les informations comme moi sur l'argumentaire qui est donné. On veillera, on veillera effectivement à ce que les garde-fous soient bien préservés, mais encore une fois, c'est du temps scolaire. Nous n'intervenons pas, nous n'avons pas de compétences sur le temps scolaire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis adjoint à l'éducation, pour les fêtes notamment de fin d'année, j'ai fait supprimer les films. Non pas parce que j'aime pas les films, mais tout simplement parce qu'à un moment, j'ai pensé que le spectacle vivant était beaucoup plus riche. Et donc aujourd'hui, à Ronc, quand les gamins viennent pour les spectacles, ce sont des spectacles vivants et pas des gens dans des écrans incrustés. Voilà, je pense que c'est là qu'on peut jouer notre rôle, parce que la ville de Ronc a un rôle d'éducation au sens large du terme,
Et que de ce point de vue-là, il faut un peu de tout. Moi, je constate que les spectacles vivants que nous organisons sur les temps culturels fonctionnent. Il y a pas très longtemps, c'était le jour des vœux, l'après-midi, on avait un marionnettiste qui est venu, la salle était remplie. Et je n'ai pas vu un seul écran. Donc, c'est toujours la même chose, c'est une question d'équilibre. J'ajouterais, je pense aussi que c'est une question d'éducation aux écrans. Et que, de ce point de vue-là, pour le coup, on peut intervenir sur cette éducation des familles aux écrans, parce que maintenant, on est quand même à la 2e génération qui n'aura connu que des écrans. Donc, ça suppose, effectivement, d'avoir une ligne claire, et je pense que nous l'avons. Merci, Monsieur Tellier. Je vais rajouter, je pense que nous devons accompagner ce projet, et on a pu voir dans les propos de Madame la directrice que voilà, il y avait un accompagnement de l'éducation nationale, c'était encadré. Mais, comme vous le rappeliez, Monsieur Tellier, nous serons vigilants et nous accompagnons aussi nos petits ronquois et nos petites ronquoises pour éviter, ces temps qui viennent déborder un petit peu sur la vie familiale et autres. Et donc, aujourd'hui, on sera très vigilant là-dessus. Mais là, on peut accompagner finalement ce projet étant dans un cadre légal et dans le cadre de l'éducation nationale et du temps scolaire. Donc, c'est un beau projet qu'ils ont essayé de mettre en place et ils ont su répondre aux attentes de l'éducation nationale pour remporter ce projet. Et donc, j'espère qu'on les accompagnera dans ce projet-là, mais on sera vigilant aussi par rapport à ce degré de la tablette dans le temps scolaire, mais aussi dans le temps qui peuvent passer ici à la source ou dans d'autres endroits. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non, je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Tellier. Point suivant, Madame Nice, je vous laisse la parole concernant le partenariat entre la Société des eaux. Alors, il est où? Merci, Monsieur le maire. La délibération présentée ce soir concerne la contractualisation du partenariat entre la Société des eaux de la métropole européenne de Lille, ILEO, la ville et le CCAS de Ronques pour le maintien de la fourniture d'eau aux familles en difficulté. Elle sera aussi proposée au vote du conseil d'administration du CCAS demain soir. Il s'agit de renouveler le partenariat avec ILEO, déjà engagé depuis 2016 via une délibération numéro 25 du conseil municipal de juin 2016. Alors, l'AMEL souhaite que soit assuré l'accès à l'eau pour tous. ILEO est confronté à des situations de non-paiement des factures d'eau. Une des raisons est la précarité de certains ménages. L'AMEL a mis en place un programme eau responsable. Afin de pouvoir faire bénéficier les Ronquois du programme, il est nécessaire de signer une convention de partenariat entre ILEO, la ville et le CCAS. Le pôle solidarité d'ILEO accompagne les familles ayant des impayés, met en place des relances amiables et des médiations à domicile. Il informe le CCAS et la Maison Nord Solidarité des familles ayant des impayés sur la commune. Il accompagne les structures afin de trouver la solution la plus adaptée à la situation de la famille, échéancier, actions de prévention, chèque eau, mensualisation, dossier FSL. Afin de réduire le montant de la dette, certaines familles en situation de précarité bénéficient d'aides exceptionnelles déduites directement de leur facture. Un courrier ou un email est envoyé aux clients concernés pour les informer du montant de l'aide versée et les invitant à contacter leur référent social, soit le CCAS, soit la Maison Nord Solidarité, afin d'étudier les solutions visant le maintien en situation de paiement des factures ultérieures. Alors, pour mémoire, sur 2022, le dispositif chèque eau a permis d'aider sur le territoire de la MEL 1211 familles pour un montant de 474 170 €. Et en 2023, la MEL a versé une nouvelle aide exceptionnelle d'urgence et de solidarité visant à apurer les impayés des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. En plus d'utiliser les dispositifs de droit commun, le CCAS a délivré en chèque eau en 2022 420 € pour 2 familles et en 2023 300 € pour 3 familles. Les demandes pour les familles ayant des enfants étant directement instruites par le service du département. Est-ce que vous avez des questions?
Madame la ministre, pas de questions? Eh bien, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Merci, Madame Nice. Dernière délibération. Oui, c'est ça. Concernant la Chambre régionale des comptes, alors ça, c'est pas pour la ville, hein, c'est pour la Société anonyme d'économie mixte, la SEM Ville Renouvelée. Je vous avais présenté les différents points forts, je dirais, de ce rapport de la CRC, hein, donc sur les fonctionnements internes de la société, sur les résultats de la structure et sur des recommandations qui avaient été faites. Je vous avais pas cité les 3 rappels au droit, donc il y a 3 rappels au droit dans ce rapport, hein, que vous retrouverez dans ces différentes pages. Je ne vais pas tout vous citer, je vous invite à relire ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant ce rapport qui a été vu en plénière. Non. Eh bien, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. On va inscrire ça comme quoi on a vu ce rapport en conseil municipal. Voilà les délibérations à l'ordre du jour, donc c'est au nombre de 13. Je vous rappelle que les arrêtés et décisions du maire pris par délégation du conseil municipal depuis la dernière séance du 11 décembre 2023, au nombre de 46, sont disponibles auprès du secrétariat général, aujourd'hui représenté par Axel. Voilà, donc vous pouvez aller voir le secrétariat général, il vous les présentera. Et ça me permet de lever cette séance et on se retrouve le 15 avril 2024 pour le prochain conseil municipal. Merci au public, merci aux collaborateurs et collaboratrices, merci à la presse et merci au service communication. Et je tiens à féliciter cette présentation, cette nouvelle présentation qui est très belle et qui montre bien le savoir-faire de notre ville. Donc merci et excellente soirée à tout le monde.